La figure du surhomme est bien présente dans l'œuvre de Sénèque, et non pas seulement dans son théâtre. À propos d'un Romain philosophe, contemporain de César, Sextius le Père, qui avait été le maître d'un de ses maîtres, n'écrit-il pas, essayant d'exprimer les impressions d'un lecteur de son temps tel que Lucilius, « Il est plein de vie, plein de vigueur, il est libre, il est au-dessus de l'homme ». Ailleurs, c'est un grec de Mégare, Stilpon, qu'il fait parler au moment où sa patrie vient d'être vaincue, sa ville détruite, son patrimoine dérobé et ses filles emmenées par l'ennemi, sans espoir de retour. « Je n'ai rien perdu, dit-il, j'ai tous mes biens avec moi. » Puis, s'adressant par avance à chacun d'entre nous, Stilpon ajoute « Tu n'as pas lieu de mettre en doute la possibilité pour qui est né homme de s'élever au-dessus de l'humanité. » Selon lui, on atteint ces hauteurs en considérant les souffrances, les dommages, les blessures de toutes sortes, sans se mettre en peine, sans se départir de son sang-froid, comme si l'on était à l'abri dans une forteresse imprenable parce que trop haut placé. Il y a d'autres exemples chez Sénèque, d'hommes qui s'élèvent ou qui ont la prétention de s'élever au-dessus de leurs conditions d'hommes. Mais on ne peut se demander seulement à leur sujet s'ils sont des surhommes ou des héros. Un troisième terme s'impose. On ne peut étudier le héros et le surhomme chez Sénèque sans réserver une place, et la plus importante, à un tiers, qui n'est autre que le sage, tel que les stoïciens l'ont conçu. Il s'agira donc maintenant, en réalité, d'une réflexion sur le héros, le sage et le surhomme dans l'œuvre de Sénèque. Et la parole sera laissée le plus souvent possible aux philosophes ou aux poètes sous la forme de citations abondantes. On examinera successivement quelles relations s'établissent ou s'observent entre le héros, le sage ou le surhomme et le reste de l'humanité, puis dans un second temps, comment et à quel niveau ils entendent se situer par rapport à Dieu ou aux dieux, et enfin, selon quel processus on devient un héros, un sage ou un surhomme. Au sujet de la conduite adoptée à l'égard des autres hommes, et d'abord des plus proches, de sa propre famille, on peut comparer la sérénité glacée de Stilpon, le philosophe, et l'inquiétude active d'Hercule, le héros, dans des circonstances à peu près identiques. Le tyran qui a pris Mégare livre aux soldats les filles de Stilpon, qui n'a pas une larme, et déclare « Je garde en ma possession tout ce que j'ai eu jamais en ma possession. » Il ne comptait pas ses enfants au nombre des vrais biens, dont rien ni personne ne peut dessaisir. Il est un personnage réel, historique, arrangé auprès des surhommes qui se rencontrent dans les mythes et dans leurs adaptations pour la scène tragique. Or, dans une tragédie précisément, celle qu'une tradition ancienne intitule Hercule furieux, le tyran qui terrorise la ville de Thèbes menace l'épouse et les fils d'Hercule, obligés par Junon de descendre dans le royaume des morts pour y chercher le redoutable chien Cerbère. Dès son retour dans la cité qu'il a vu naître, et dès qu'il apprend les dangers courus par les siens, Hercule s'élance dans le palais et tue l'usurpateur. Il y a donc une solitude farouche du surhomme. Dans la seconde partie de la même pièce, après la crise de démence au cours de laquelle Hercule a cru vivre prématurément sa propre apothéose, pour assassiner ensuite de sa main l'épouse et les enfants qu'il avait sauvés, tout dialogue avec les survivants est impossible. Et il n'est peut-être pas abusif de voir une forme extrême de cet isolement inéluctable dans le sommeil qui s'empare du meurtrier malgré lui. Mais c'est dans Thyeste que Sénèque nous donne un exemple de surhomme irrémédiablement seul, en la personne d'Atrée. Le tyran ne dialogue qu'avec sa victime, pour mieux l'attirer dans ses pièges, puis pour mieux la faire souffrir de sa défaite. Ou bien, il soliloque à voix haute, en présence d'un confident paralysé par la peur, qui cherche désespérément à satisfaire le maître par des interventions toujours brèves et de plus en plus évasives. Au contraire, les héros mentionnés par Sénèque sont profondément attachés à leurs ascendants, sinon à leurs descendants et à leurs concitoyens. Il évoque, par exemple, le second Décius qui,
émule de la vaillance paternelle, s'est lancé au plus fort de la mêlée après avoir prononcé les formules qui faisaient partie de la tradition familiale. Sénèque évoque aussi volontiers Mucius Scaevola, celui qui a laissé brûler sa main droite parce qu'elle avait poignardé un autre que le roi ennemi lui-même, ou encore Régulus, ce chef romain captif qui est retourné auprès des Carthaginois tout en sachant qu'il lui ferait payer très cher le fait d'avoir conseillé aux sénateurs de ne pas accepter leurs conditions. On pourrait citer, appartenant à une époque plus récente, le fameux Agrippa qui, écrit Sénèque en substance, seul, parmi ceux que les guerres civiles ont portés au premier plan, n'a été heureux que pour le bien de tous. Du même point de vue, ce qui distingue le sage d'un Stilpon et, à plus forte raison, d'un Atrée, c'est qu'il n'est pas insensible et qu'il accepte même de laisser la sensibilité se donner carrière au moins pendant un certain temps. Les émotions, et non pas seulement les réflexes, ont une origine naturelle. Certes, il vaut mieux ne pas tarder à s'en rendre maître, mais il en est aussi dont il est possible de tirer un parti positif. En tout cas, il n'est pas défendu au sage d'être attaché à sa famille, à ses amis, à sa patrie. D'autre part, celui qui veut atteindre la sagesse doit se convaincre qu'il sera utile aux autres hommes simplement par son exemple. Sénèque est d'ailleurs de ceux qui pensent que la vertu parfaite n'est pas un idéal absolument inaccessible, mais qu'elle a eu et qu'elle aura encore des représentants bien réels, tels que le grand Caton, qui s'est donné la mort à Utique, et qui pourrait bien surpasser le modèle imaginé par les théoriciens. Une des conditions du progrès moral est l'effort de garder en soi, toujours, le souvenir des sages accomplis, bienfaiteurs de l'humanité, sans action particulière, par leur vie et leur être même. De toute façon, il est conforme à la nature d'être utile aux autres, puisque l'observation de ce qui est montre que toutes les réalités sont étroitement liées entre elles, strictement interdépendantes, et que par conséquent, à ce principe de la physique stoïcienne correspond, dans la vie morale et dans la vie sociale, une exigence également naturelle de solidarité. C'est pourquoi le sage, selon les stoïciens, et Sénèque, se doit de ne pas rester à l'écart de la res publica et de participer à l'action politique. D'un côté, il lui faut se garder de suivre la foule dans ses erreurs et ne jamais céder à la séduction de tous les faux biens qu'elle idolâtre. Mais d'un autre côté, il convient de prendre en charge les égarés en travaillant de toutes ses forces au maintien de la concorde et de la paix. C'est seulement si la situation dans la cité est devenue par trop chaoteuse et chaotique que le sage fera retraite pour se consacrer à une vie purement contemplative, en apparence tout au moins. Sénèque a personnellement connu ce choix déchirant. Homme d'État auprès de Néron, aussi longtemps qu'il avait eu le sentiment de pouvoir orienter les décisions du prince dans le sens qui lui semblait favorable, quand il a eu la conviction douloureuse qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est-à-dire en 62 après Jésus-Christ, il a demandé à son ancien disciple, et obtenu de lui, la permission de se retirer. Mais, ce faisant, il n'envisageait nullement de se séparer du reste des hommes, bien au contraire. « Notre patrie, à nous stoïciens, est le monde », a-t-il écrit. Si l'on est amené à ne plus s'occuper des affaires de la cité, on n'en devient que plus libre pour déployer son énergie dans un champ infiniment plus vaste, en s'adressant à l'humanité tout entière. On peut aider les autres, même par son silence. Le loisir permet d'étudier avec plus d'attention les questions fondamentales. D'ailleurs, les premiers stoïciens, de Zénon à Chrysippe, n'ont jamais exercé de fonctions officielles, et ils ont néanmoins rendu les plus grands services à tous les hommes, non seulement à leurs contemporains, mais aussi à ceux des siècles futurs. Ceux qui ont l'air de ne s'occuper de rien s'occupent de questions plus importantes, affirme Sénèque à Lucilius, et dans une autre lettre, « Mets-toi bien ceci en tête,
que le sage n'est jamais plus actif que lorsque sont venues sous ses yeux les réalités divines et humaines. Il va sans dire, mais il est peut-être bon de le préciser quand même, que Sénèque, quand il parle des sages, ne se considère pas du tout comme l'un d'eux. Il peut appliquer à lui-même ce qu'il dit à propos des sages sans qu'il y ait assimilation le moins du monde. Il insiste suffisamment, et sans que sa sincérité doive être mise en doute, sur le fait qu'il est encore en chemin et non déjà parvenu au terme. Il progresse de son mieux, un peu en avant, sans plus, par rapport à son correspondant, ami et disciple. Ainsi donc, en face du surhomme enfermé dans la citadelle où il s'isole, le héros et le sage aiment les grands espaces et se tournent résolument vers les autres hommes. Ce qui les distingue, c'est que le sage ne reconnaît pour guide que la raison. On se tromperait en accusant Sénèque d'incohérence sous prétexte qu'il ne saurait être conforme à la raison d'affirmer que le sage est l'égal de Dieu. Or, cette affirmation revient à plusieurs reprises avec une insistance tout à fait remarquable, en particulier dans les lettres à Lucilius. Ce n'est pas une formule hyperbolique, un cliché de rhéteur, mais une pensée qui fait partie intégrante du système. Il suffirait pour s'en convaincre de comparer deux défis lancés à Jupiter, l'un rappelé par Sénèque dans un passage où il rapporte l'enseignement d'un philosophe qu'il avait écouté dans sa jeunesse, l'autre utilisé comme étant un des signes, parmi beaucoup d'autres, prouvant l'extrême confusion mentale de Caligula. Le philosophe Attale, recommandant la frugalité, disait à chacun de ses élèves « Il faut que tu n'éprouves le besoin de rien si tu veux défier Jupiter qui n'éprouve le besoin de rien. » Caligula, parce qu'un orage l'empêchait d'apprécier comme il aurait voulu un spectacle de pantomime, a provoqué au combat Jupiter lui-même, en hurlant ce fragment d'un vers de l'Iliade, adressé par un lutteur à son adversaire, « Soulève-moi, ou c'est moi qui te soulèverai !» Démence, conclut Sénèque, qui ajoute « Il a pensé ou bien que même Jupiter ne pouvait pas lui nuire, ou bien qu'il pouvait nuire même à Jupiter. » Émulation en vue du bien dans le premier cas, provocation inspirée par l'orgueil et la haine dans le second. Le contraste peut aider à saisir ce qui distingue, sur ce point, le sage et le surhomme tel qu'ils se présentent chez Sénèque. L'attitude du héros est toute différente. Un mot la résumerait assez bien, celui de piété, à condition que l'on s'en tienne au sens du terme latin correspondant, c'est-à-dire accomplissement scrupuleux des devoirs envers les dieux et envers les parents. Le personnage central de l'Énéide est évoqué 2 fois dans le traité des bienfaits, 2 fois à cause de l'empressement dont il a fait preuve pour sauver son père au moment de la chute de Troie. Dans la tragédie qui porte son nom, Hercule s'adresse d'abord à son père, avant de l'interroger sur le sort de son épouse et de ses enfants. Et quand il est revenu à lui, après ses fureurs et ses crimes, il ne renonce à se punir par le suicide que pour retenir son père à la vie. Par ailleurs, il est clair que la rigueur de Junon, l'obligeant en dernier lieu à visiter les demeures infernales, ne suscite en lui aucun mouvement de révolte. Son premier discours est une longue prière. Apollon, Jupiter, Neptune, tous les dieux d'en haut sont invoqués avec déférence. Le héros soumet sa force à la volonté divine. Le surhomme, au contraire, Atrée par exemple, prétend obliger les dieux à l'obéissance. Il a tué les fils de son frère Thyeste. Le soleil, horrifié, a interrompu sa course à travers le ciel, revenant soudain à son point de départ, en sorte qu'une nuit précoce et pesante s'est établie sur le monde. Le tyran savoure son triomphe. Il s'écrie « Je marche à la hauteur des astres. Je suis au-dessus de tous les dieux célestes. » D'où son regret de ne pouvoir les contraindre à regarder jusqu'au bout le spectacle de sa victoire. Ah, si je pouvais au moins retenir les dieux qui s'enfuient et les tirer de force
pour qu'il voie le festin de ma vengeance. » Curieusement, quand la folie s'empare d'Hercule, le héros, en lui, fait place au surhomme et le rapproche, pour un temps, d'Atrée. La nuit prend possession du ciel, mais il est vrai, pour lui seul et dans son imagination. Il annonce « Je vais me rendre dans les hauteurs célestes. Mon père me promet les astres. » Puis, comme il croit que se dessine une résistance, il exprime non un regret, mais une menace, dont la réalisation aurait la forme d'un conflit surnaturel et cosmique, avec l'intervention des titans, des géants et des furies, les plus forts arrachant et entassant des montagnes. Enfin, il n'hésite pas à défier Jupiter, comme Caligula, quand il crie à son épouse effarée « Tu auras beau te cacher dans le giron du tonnant, cette droite t'atteindra et t'emportera où que tu sois. » Les dieux sont donc conçus par ces furieux comme des privilégiés qu'ils estiment avoir mérité de rejoindre, voire de dépasser, et qu'ils auraient un plaisir intense à humilier. Pour le surhomme, le dieu est l'ennemi. En revanche, pour le sage, le dieu est le modèle à imiter. Le sage est l'émule des dieux, écrit Sénèque. C'est pourquoi il ne cherchera nullement à acquérir les biens auxquels l'opinion courante attache tant de prix. Lucilius a pu lire ceci, par exemple. « L'argent ne fera pas de toi un égal de Dieu. Dieu ne possède rien. La toge prétexte non plus. Dieu est nu. La renommée non plus. Dieu n'est connu de personne. » Le sage imitera donc Dieu en se désintéressant tout à fait des faux biens et, au contraire, en aspirant à disposer des vrais. Au premier rang desquels, on peut noter la joie, une joie inaltérable et sans fin parce qu'elle n'a pas son origine au dehors. En effet, la fortune ne dépossède pas de ce qu'elle n'a pas donné. Le sage a aussi en commun avec les dieux d'être de loisir. Sénèque se divertit à prolonger la formule célèbre du berger virgilien, rendant grâce au jeune Octave dans la première des Bucoliques. « Un dieu nous a fait ce loisir. » Sénèque ajoute « Et ce loisir fait de nous des dieux. » Le bonheur parfait dont jouissent les dieux et les sages a une condition déterminante, l'équilibre intérieur. Toutes les actions de la vertu sont en accord avec elles-mêmes. La comparaison avec la musique s'impose et Sénèque n'a pas manqué de la faire, parlant des voix aiguës et graves, des sons variés rendus par les cordes, qui se fondent en un ensemble complexe mais harmonieux. La disposition contraire, celle qu'un Érasme appellera folie pour en faire l'éloge, se caractérise, à l'inverse, par le tiraillement, l'écartèlement subi par suite d'élans contradictoires, le corps poussant dans une direction et l'âme dans une autre. Cette imitation de la divinité est plus facile qu'il n'y paraît parce qu'il y a quelque chose de divin dans notre nature. La raison n'est rien d'autre qu'une partie du souffle divin enfoui dans le corps de l'homme, dit Sénèque, précisant dans une autre lettre qu'il ne faut pas s'étonner qu'un homme s'approche des dieux, puisque Dieu vient près des hommes, ou plutôt dans les hommes, par le moyen de semences à faire germer et lever en bons cultivateurs. C'est la raison pour laquelle l'âme désire échapper aux injonctions du corps, se déployer, rejoindre son milieu naturel. Le résultat est exaltant. L'un des maîtres de Sénèque, déjà évoqué, le philosophe Attale, disait qu'il était roi, et son élève estimait qu'il était plus qu'un roi, celui qui pouvait censurer les rois. Un des anciens condisciples de Sénèque est devenu un vieillard un peu difforme, mais les qualités intellectuelles et spirituelles de cet ami stoïcien sont demeurées intactes. Le corps se pare de la beauté de l'âme, écrit Sénèque, et ce Claranus, puisque tel est son nom, lui paraît beau réellement. Dans son œuvre en prose, Sénèque emploie 2 fois, à propos du sage ou de lui-même, si impatient de le devenir, un mot qui sort complètement de l'ordinaire, le verbe « transfigurer », dans une des premières lettres, puis dans l'une des dernières adressées à Lucilius. On serait tenté d'utiliser le terme « apothéose », mais Sénèque souligne une différence qui consacre l'infériorité de l'homme. Dieu a l'avantage de la durée. Il peut être bon plus longtemps. Sur un point, pourtant,
Le sage dépasse Dieu, mais en dehors de tout conflit, au contraire de ce qui s'observe dans le cas des surhommes et des dieux. Écoutons encore Sénèque. Dieu ignore la crainte par l'effet heureux de sa nature propre, ainsi le sage, mais grâce à lui-même. Ce thème reparaît à plusieurs reprises. Fais-toi heureux toi-même. À celui qui est en route vers la sagesse est appliqué un nom qui désigne l'artisan ou l'artiste. Le sage est donc l'artisan de sa propre sagesse. Pour que la réussite soit assurée, la concentration et la continuité sont indispensables. Ne pas se déplacer sans relâche, ne pas faire alterner vie de loisir et vie de plaisir. Toute la question est de tirer le meilleur parti de cet élan naturel vers le bien qui est en nous et de savoir développer son effort jusqu'à ce que le but soit atteint, de telle façon que la flèche ne retombe pas trop tôt et sans qu'elle aille se perdre non plus au-delà de la cible. Cette fois, c'est l'image de l'archer qui entre en jeu. L'idée générale est celle d'un mouvement vers, d'un trajet, d'un processus. La réalisation en est différente selon qu'il s'agit du héros, du sage ou du surhomme. Le héros, pour sa part, entre en action sans préliminaire. Cette constatation n'est peut-être pas sans rapport avec le fait bien connu que le jeune Romain, au sortir de l'enfance, échangeait la toge prétexte contre la toge virile. En un instant, il était devenu un vir, c'est-à-dire un homme, mais on ne doit pas oublier que vir peut désigner aussi le héros. Sénèque a rappelé ce rite. Il ne serait pas tout à fait exact de dire que l'intéressé n'avait pas été préparé, notamment par l'exemple paternel, à son nouveau statut et aux responsabilités qui en découlent. Il n'y en a pas moins un moment de brusque passage. Or, on devra relever que la tragédie offre plusieurs figures héroïques qui sont encore des enfants. La mort du petit Astyanax, telle qu'elle est racontée dans les Troyennes, est d'une dignité extraordinaire. La fermeté du jeune Tantale, fils aîné de Thyeste et première victime d'Atrée, son oncle, est admirable. Dans Hercule furieux, l'épouse, ou peut-être le père du héros persécuté par Junon, se souvient qu'il a dû tuer ses premiers monstres, les 2 serpents, alors qu'il était encore au berceau. Décidément, l'expérience, le temps ne sont pas nécessaires aux âmes bien nées, et le poète Rilke, dans une de ses élégies, célèbre le grand Samson de la Bible, dont la nature héroïque avait été manifeste dès avant sa naissance. D'autre part, la colère entre souvent dans les mobiles du héros, même s'il ne s'appelle pas Achille, et Sénèque a bien noté que cette passion ne souffre aucun délai. En commençant, elle est tout entière. Elle tient certainement une place, même réduite, dans l'âme des enfants immolés de la tragédie. S'il y a soudaineté dans la formation du sage, c'est au moment de la conversion et de la résolution prise une fois pour toutes de s'engager dans la bonne voie. Cette volte-face succède à une période d'attente, d'observation, d'interrogation. Un beau jour, on comprend que l'on sait désormais où se trouve le vrai bien et l'on se met en route. On est alors passé dans une seconde phase. On n'est pas encore un sage, le sera-t-on jamais, on est un progressant. Cette phase comporte elle-même des étapes et par exemple, dans le cas de Lucilius, un temps fort est celui où il décide de faire retraite. Il vaudrait mieux se hâter, étant donné l'importance de l'enjeu, mais il ne faut pas non plus se précipiter en téméraire. Il convient par ailleurs de se tenir à l'écart de tout excès, ne pas heurter de front les puissants ni le peuple, ne pas faire étalage d'une austérité de mauvaise aloi, ne pas négliger l'entretien du corps. Chaque petit pas en avant soulève une joie intense. Ce que la nature fait espérer est fini. On doit se persuader que le chemin s'interrompt. Quel complément peut s'ajouter à ce qui est parfait? Aucun, sinon ce à quoi un complément s'est ajouté n'était pas parfait. Ou encore, pour toute réalité, la possibilité de croître est le signe qu'elle est imparfaite. Ou encore, il n'y a pas de bien meilleur que le bien. Le sage connaît désormais et de manière irréversible la plénitude de la vertu et du bonheur. Même au cours de son long exil, un Rutilius n'était pas malheureux. Rutilius, le Socrate romain. Entre cette lente maturation de la sagesse et l'éclosion foudroyante de l'héroïsme, prend place la croissance hâtive du surhomme. Les développements futurs sont prévisibles pour peu que l'on prenne garde à certains traits du personnage, encore enfant ou adolescent.
C'est ainsi que Tibère avait pu déceler assez tôt la perversité de Caligula. La progression ultérieure ne s'explique pas seulement par une perversité native, mais plus généralement par une faiblesse radicale de l'être intérieur, qui ne sait pas s'opposer à la passion en marche. Hercule, Atrée, Médée, elle aussi, ont subi des offenses. Un sage ou un bon progressant saurait apprécier les faits à leur valeur et, passé le premier mouvement de protestation, reprendrait son calme. La raison fragile des non-sages fait grand cas de l'arbitraire, du complot, de la trahison. Elle donne, à tort, son assentiment au désir de vengeance. La volonté elle-même fragile dirige mal l'action qui doit suivre. Qu'est-ce donc, Lucilius, écrit Sénèque, qui, alors que nous tendons dans un sens, nous tire dans un autre? Qu'est-ce donc qui lutte avec notre âme et ne nous laisse rien vouloir une bonne fois? Nous flottons entre des desseins divers. Médée s'analysera presque dans les mêmes termes, recourant à l'image du navire en perdition sur une mer déchaînée. Le personnage tragique en l'occurrence, car nous ne savons rien de l'évolution psychologique d'un Stilpon, assiste impuissant à l'épanouissement en lui de la passion monstrueuse. Il lui faut du temps avant qu'il puisse l'identifier pour s'y abandonner totalement ensuite. Je ne sais ce que mon âme farouche a décidé en moi et n'ose pas encore s'avouer à elle-même, reconnaît Médée. Je ne sais quoi de plus grand et de plus vaste et qui dépasse les limites de l'humain gonfle dans mon âme. Je ne sais ce que c'est, mais c'est quelque chose de considérable, dit en écho le terrible Atrée. Ainsi, les lumières de la raison ne sont d'aucun secours, mais la volonté défaillante est incapable d'atteindre exactement la cible. L'action pourrait cesser avant que tout soit accompli, mais le plus souvent, la poussée est trop forte et elle dépasse l'objectif, étant insatiable par essence. Les désirs de l'opinion sont sans limite. Ce qui est faux n'a pas de borne, commente Sénèque dans son œuvre philosophique, mais son œuvre tragique en porte la marque, puisque plusieurs de ses pièces semblent ne pas s'achever et pouvoir se prolonger indéfiniment. Tieste, notamment, se termine, si l'on peut dire, par un échange de menaces qui appellent une suite. Il en va de même à la fin des Troyennes ou d'Agamemnon. Cette particularité, dans la construction dramatique, traduit sans doute, sous une forme vigoureuse, la conception sénéchienne du surhomme toujours insatisfait. Étant donné le point de vue auquel on s'est placé en dernier lieu, la distinction est claire entre le héros, le sage et le surhomme chez Sénèque. Le premier agit sans délai, dans un emportement brusque, le second progresse lentement, par étapes, mais sans jamais s'écarter du chemin et en sachant exactement où il va, et pour s'arrêter définitivement au point précis qu'il avait décidé d'atteindre. Le troisième et dernier n'arrive pas à ses fins, lui non plus, dans le temps d'un éclair. Pour que son projet ambitieux s'élabore, il faut une certaine durée. Il s'égare, retrouve la piste, s'arrête, se remet en marche. La victoire une fois acquise, car il s'agissait bien pour lui de surpasser un adversaire, il éprouve en même temps la joie du triomphe et la souffrance un peu vague de l'insatisfaction. Ainsi, entend-on Médée exprimer le regret atroce de n'avoir que 2 fils à tuer. Toujours plus loin. Par contraste, le sage est celui qui, arrivé au but, s'arrête. Son bonheur est sans restriction. Une des raisons en est que le temps ne compte plus. « Oh, quand verras-tu ce temps, écrit Sénèque à Lucilius, où tu sauras que le temps est pour toi sans importance, où tu seras tranquille et calme et indifférent au lendemain. N'est-ce pas être enfin maître du temps, enfin libre par rapport au temps? Oui, seul le sage est libre. » Nous vous avons proposé dans la série Le héros et le surhomme, le sage et le surhomme dans Sénèque, une émission de lettres classiques et lettres modernes, préparée par M. Royer et réalisée par Télédis.